10h, 11h, le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche en tant que président du Rassemblement national. Et pour vous interroger, à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le Rassemblement national est-il encore le parti de la transgression et de la rupture? Jusqu'où peut aller l'artificier? Éric Zemmour dans l'explosion du système. Marine Le Pen risque-t-elle, va-t-elle être vampirisée par son irruption? Et puis votre slogan, liberté, liberté chérie, que recouvre-t-il vraiment sur le plan identitaire, sociétal ou encore économique? Beaucoup de questions à vous poser, Jordan Bardella. Mais tout d'abord, la crise des sous-marins a provoqué la sidération et la colère de l'exécutif français. On va rappeler que c'est un marché de 12 sous-marins à l'Australie qui nous a échappé au profit des États-Unis. La France a rappelé pour consultation ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Et Jean-Yves Le Drian, hier, a dénoncé un mensonge et une crise majeure, une rupture de confiance majeure. Est-ce que la réaction française est à la hauteur de cet échec et de cette humiliation subie? Je crois que cette affaire est le symbole, l'énième symbole du déclassement de la France, du déclin français et de l'effacement de notre pays sur la scène internationale. C'est un fiasco économique évidemment pour la France parce qu'il y a 500 emplois qui vont être directement menacés. Mais cela fait des années que notre pays est faible parce qu'il est dirigé par des dirigeants faibles qui peinent à se faire respecter sur la scène internationale. Vous savez, le général de Gaulle disait nous n'avons pas d'alliés en matière de relations internationales, nous n'avons que des intérêts. Et il est vrai qu'on a un peu trop souvent à considérer les États-Unis d'Amérique comme nos amis de cour de récréation. Or, les États-Unis défendent leurs intérêts. Il y a cette formule qui a été maintes et maintes fois utilisée, Biden fait du Trump. Eh bien oui, les États-Unis défendent leurs intérêts. Et ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on soit extrêmement naïf et qu'on ne le comprenne que trop tard, toujours trop tard. Les États-Unis nous ont trahis, vous pensez? Vous êtes d'accord avec cette analyse que... En tout cas, ce n'est pas un geste d'amitié. Mais encore une fois, les États-Unis d'Amérique défendent leurs intérêts. Et moi, ce qui m'étonne, c'est la naïveté de la diplomatie française. Mais je vais vous dire, pour être respecté en matière de relations internationales, il faut être respectable. Et c'est vrai que lorsqu'on a à la tête de notre pays des dirigeants politiques comme Emmanuel Macron qui ont passé leur temps aujourd'hui comme président de la République, hier comme ministre de l'économie, avant-hier comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, à brader les intérêts français, bien souvent à des puissances étrangères comme aux États-Unis d'Amérique, on ne peut pas s'étonner de ce type d'action. Jordan Bardella, qui peut croire aujourd'hui qu'un autre chef d'État à la place, sincèrement, d'Emmanuel Macron aurait fait autrement alors que Joe Biden a décidé de se tourner vers les anglo-saxons et de laisser tomber les alliés de l'Alliance Atlantique? C'est le jeu de la diplomatie, c'est le jeu des relations internationales. Mais encore une fois, quand vous avez à la tête de l'État, président de la République, qui a passé son temps en matière industrielle à prendre le parti de l'étranger, lorsqu'il dilapide Alstom, le génie industriel français, aux Américains de General Electric, lorsqu'il orchestre la grande dilapidation du patrimoine industriel français avec Alstom et qu'il vend cela aux Américains de General Electric alors qu'il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, évidemment que le signal que vous envoyez est un signal d'asservissement aux États-Unis d'Amérique. Et c'est vrai aussi en matière... partie d'Alstom, pour être oui, clair, parce que toute la branche énergie d'Alstom, exactement, une branche non négligeable d'Alstom. Je l'ai vu célébrer les 40 ans du TGV. L'autre partie, la partie ferroviaire, est en forte croissance et a racheté des concurrents. Mais nous avons perdu en parallèle 500 emplois industriels ces 20 dernières années. Donc on voit bien que l'industrie française n'a pas été défendue, qu'il faut aujourd'hui faire le patriotisme économique, qu'il faut protéger les intérêts français. Mais quand je vois, encore une fois, les chiffres de la balance commerciale catastrophique de notre pays, moins 63 milliards d'euros quand l'Italie, qui est juste à côté avec une économie à peu près similaire à la nôtre, affiche un excédent budgétaire de 63 milliards d'euros en positif, je me dis que ces gens-là qu'on nous a présentés comme des génies en économie sont en réalité des médiocres. Permettez-moi de vous ramener sur le dossier du jour, le dossier de la semaine. Vous dites les États n'ont que des intérêts, n'ont pas d'alliés. C'est ce que disait le général de Gaulle. Je crois que la formule était plus exacte, plus précise. Mais je vous repose la question, est-ce que les États-Unis... Il dit les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et des alliés par ailleurs. Est-ce que les États-Unis demeurent aujourd'hui le premier allié de la France? Mais il ne faut pas être naïf. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans qu'on suit les États-Unis d'Amérique. Voilà, qu'on est des alignés parfaits, limite soumis. La question est précise. Mais ce sont évidemment...
ce ne sont pas des alliés, ce sont des ennemis. Bon, ce ne sont pas des ennemis, on n'est pas en guerre contre l'Amérique. Quoique le président Mitterrand, avant de partir, parce que généralement la vérité est toujours diffusée avant de partir, pour les responsables politiques, disait « Les Français sont en guerre contre l'Amérique, mais ils ne le savent pas encore ». Mais évidemment que nous avons des intérêts parfois divergents avec les États-Unis d'Amérique, bien sûr. Et les Américains défendent leurs intérêts. Je ne reproche pas aux Américains de défendre leurs intérêts. Vous citez beaucoup de références historiques, mais aujourd'hui, est-ce que vous dites malgré tout, malgré cette humiliation subie, que les États-Unis restent le premier allié de la France compte tenu de l'histoire et des défis? Mais ils resteront évidemment des partenaires économiques. Mais il faut arrêter la naïveté. Et cette affaire doit questionner une fois de plus, c'est ce dossier que nous avons mis sur la table depuis un certain nombre de temps, notre appartenance à l'OTAN et notamment au commandement militaire intégré de l'OTAN. L'OTAN fut pendant près d'un demi-siècle l'alliance des démocraties occidentales pour lutter contre l'ennemi idéologique mondial qui était au cours de la guerre froide, le communisme. Bon, il n'y a pas de menace communiste aujourd'hui, de ce que je sache, dans le pays. Il n'y en a pas de menace aujourd'hui en Europe. Il n'y a pas de menace sur la planète. Le vrai danger aujourd'hui pour les sociétés occidentales et pour les sociétés européennes, pour nos démocraties, c'est le fondamentalisme islamique. Donc nous avons eu tort de réintégrer, selon vous, le commandement Oui, bien sûr. intégré de l'OTAN. Nicolas Sarkozy a peut-être été le plus américain des présidents français, parce qu'il nous a fait réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN, que le général de Gaulle, par souci d'indépendance, par souci de liberté, par volonté de faire de la France un pays libre, l'avait quitté. Et c'est vrai d'ailleurs lorsqu'on a suivi les États-Unis d'Amérique dans des guerres où nous avons envoyé nos soldats risquer leur vie, parfois mourir pour des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. D'accord, mais vous dites que les États-Unis, c'est un partenaire économique. On a l'impression que ça n'est que ça. C'est quand même un allié aussi sur le plan militaire. Vous savez très bien que sans l'appui américain, par exemple, au Sahel, nous sommes aveugles. Ah bon ? Mais moi, je vois que la France, elle est extrêmement seule au Sahel. On a besoin de l'appui américain. Je vois que... mais vous avez raison, c'est un signe inquiétant du déclin de notre défense. Parce qu'on a abaissé depuis maintenant 30 ans, alors il y a eu un effort budgétaire qui a été fait sur les dernières années, les moyens qui étaient donnés à la défense. Mais lorsque je vois que nous avons été les premiers à suivre les États-Unis dans la guerre en Libye, dans la guerre en Syrie, je me dis que nous avons fait des erreurs diplomatiques gravissimes, qui font que nous avons probablement envoyé nos soldats mourir dans des guerres qui n'étaient pas les nôtres. Et tout cela doit donc cesser. Jordan Bardella, cette crise, elle renforce la nécessité d'une autonomie stratégique européenne. Avec qui pouvons-nous, on en parle depuis des années, c'est un petit peu l'Europe de la défense, avec qui pouvons-nous la construire? Qui sont, selon vous, nos alliés privilégiés en Europe? Je pense que l'Europe de la défense est une chimère. Vous soulignez l'exemple du Sahel. La France est bien seule aujourd'hui au Sahel. J'entends les Allemands parler d'Europe de la défense. J'entends un certain nombre d'autres pays en Europe évoquer l'Europe de la défense dans une logique fédéraliste. Elle est où l'Europe de la défense aujourd'hui? La France est bien seule au Mali. Je rappelle que nous sommes intervenus au Mali pour lutter contre un ennemi qui est l'islamisme, sur lequel nous luttons à la fois à l'intérieur de nos frontières, mais aussi à l'extérieur. La vérité, c'est que la France est peut-être le seul pays en Europe qui détient une armée puissante. L'Allemagne n'a pas une armée, elle a une défense. Mais sachant par ailleurs que la France a besoin d'alliés, est-ce que la France partage davantage d'intérêts aujourd'hui avec la Russie qu'avec les États-Unis, comme certains le soutiennent dans votre mouvance? Nous avons toujours défendu au Rassemblement national cette voie d'équilibre, cette troisième voie qui était celle défendue par le général de Gaulle. Au fond, vous faites en même temps. Mais il ne s'agit pas de choisir entre les États-Unis ou entre la Russie. Il s'agit d'être une voie indépendante, libre. De dire qu'il n'y a aucun intérêt à mener une guerre idéologique comme nous le faisons, comme le font les dirigeants européens depuis maintenant 10 ans, à l'égard de la Russie. Donc nous souhaitons, nous, avoir des relations équilibrées avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie. Les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie n'ont aucun sens, si ce n'est renforcer le sentiment national d'une grande partie des Russes et leur autonomie sur un certain nombre de plans, notamment en matière agricole. Mais permettez-moi de vous relancer, parce que la question est importante. Est-ce que la France partage aujourd'hui davantage d'intérêts avec la Russie qu'avec les États-Unis? S'il y a une faille atlantique qui se dessine, en dernière instance, est-ce que la France doit se tourner davantage vers Moscou plutôt que Washington? Mais la France doit avoir des relations équilibrées. Encore une fois, tout est dans la notion d'équilibre et de raison, avec à la fois les États-Unis, avec à la fois la Russie. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être soumis, il ne s'agit pas d'être dans la servitude, comme l'ont été Nicolas Sarkozy et François Hollande à l'égard des États-Unis. On a bien été naïfs. Ce coup dans le dos dont parle M. Le Drian, c'est pas la première fois en matière de diplomatie qu'on en subit. Souvenez-vous des affaires des écoutes de la NSA. Bon, les dirigeants français se sont aperçus qu'ils étaient écoutés par
les États-Unis d'Amérique et par les services de renseignement américains. Donc il ne faut pas être dupe. Mais on a du mal à voir, Jordan Bardella, comment vous allez asseoir cette autorité et j'allais dire lutter contre cette naïveté par un coup de baguette magique face à des puissances aujourd'hui installées. En redonnant à la France d'abord, je crois, les moyens de sa liberté, les moyens de son indépendance. Et le premier moyen pour cela, c'est de quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN et d'associer autour de la table l'ensemble des pays qui participent aujourd'hui de l'OTAN en proposant de réorienter cette grande alliance des démocraties contre le fondamentalisme islamiste, contre le terrorisme, qui est l'ennemi aujourd'hui idéologique et comment vous faites avec le totalitarisme comment de ce 21e siècle. Comment faites-vous avec la Turquie autour de la table? Eh bien, cela pose un problème. Et, alors, lorsqu'Emmanuel Macron faisait le constat que l'OTAN était en état de mort cérébrale, ce sont ses mots, il a eu raison de le dire. Mais il faut en tirer les conclusions. Vous savez, nous menons une bataille pour l'indépendance à la fois française, l'indépendance des nations européennes à l'égard de la Turquie au Parlement européen. Et nous avons donné ces 20 dernières années 50 milliards d'euros à la Turquie qui n'est pas un partenaire en tout cas, qui est un adversaire idéologique. Sur le plan migratoire, la Turquie n'est-elle pas un partenaire aujourd'hui avec la crise afghane? Est-ce qu'on n'a pas besoin de la Turquie? Je ne le crois pas. Je suis allé, Madame Mabrouk, à la frontière entre la Grèce et la Turquie il y a quelques mois et j'ai vu les images des vidéos de surveillance de la police grecque qui nous ont montré que l'armée turque coupait les barbelés pour pousser les migrants qui arrivaient par centaines et par milliers sur le sol français. Et je rappellerai d'ailleurs qu'une grande partie des drames, et notamment des terroristes qui sont arrivés dans notre pays, je parle du Bataclan, puisque c'est ouvert il y a quelques jours les procès des attentats du 13 novembre de Paris et de Saint-Denis, avaient utilisé ces filières migratoires. Donc il faut arrêter d'être dupe. La France doit retrouver la maîtrise de ses frontières, elle doit retrouver la maîtrise de son indépendance diplomatique, industrielle. Évidemment que nous avons des partenaires, mais de la même manière que les présidents américains défendent les intérêts américains d'abord, eh bien, nous souhaitons défendre les intérêts de la France et des Français d'abord. Permettez-moi une question sur la question migratoire, justement. Il y a une nation clivante aujourd'hui en Europe, c'est la Hongrie. On comprend qu'il y a une forme de complicité possible, complicité intellectuelle peut-être entre votre mouvement et la Hongrie. Est-ce que la Hongrie... Complicité intellectuelle? Oui, c'est-à-dire une nation qui décide de tenir tête à l'immigration, une nation qui décide véritablement de prendre au sérieux le refus de l'immigration massive. Une proximité, on va dire. Il y a en tout cas une volonté de... Oui, proximité. Est-ce que pour vous, la Hongrie est aujourd'hui, d'une certaine manière, un modèle? Il y a en tout cas, auprès du gouvernement de Viktor Orban, la volonté de ne pas se soumettre à la volonté immigrationniste des dirigeants de l'Union européenne. L'Union européenne participe d'une idéologie immigrationniste, voilà, qui considère que notre natalité est en déclin et que pour résoudre ce déficit démographique, il ne faut pas fabriquer de nouveaux Européens, il ne faut pas fabriquer de nouveaux Français, mais importer la terre entière sur notre continent. Oui, mais donc la démocratie, Viktor Orban, sa démocratie illibérale est un modèle pour vous. Mais moi, je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je suis pour le droit des peuples à se choisir les dirigeants qu'ils souhaitent. Viktor Orban, il a été élu. Il n'est pas arrivé au pouvoir par les armes. Non. Bon, donc à partir du moment où il arrive au pouvoir avec un programme politique qui vise à couper l'immigration et à faire en sorte que la Hongrie ne devienne pas une hôtesse d'accueil pour migrants, eh bien, il a le droit de le faire. Et en cela, il a raison de le faire. Est-ce que la démocratie libérale est l'avenir de la démocratie? Je ne sais pas si la démocratie libérale est l'avenir de la démocratie. Ce que je note, c'est que notre pays ressemble de moins en moins à une démocratie. Et que si nous arrivons en responsabilité... Nous serions dans une démocrature, selon vous? Nous sommes dans un glissement des libertés qui est de plus en plus restrictif. On aura peut-être l'occasion d'évoquer la thématique des libertés, mais il y a de grandes revendications qui ont été formulées lors du mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle. C'est votre slogan. Vous voulez un exemple? Liberté. Le fait que nous sommes de moins en moins dans une démocratie, un exemple. Dans quelques instants, Jordan Bardella, notre parti politique, le Rassemblement national. Sur 577 députés, nous avons 6 députés à l'Assemblée nationale. Ça pose pas un problème de démocratie quand nous représentons un tiers des Français? Sur le plan institutionnel, sur le plan sociétal, identitaire, que signifie votre slogan « Liberté, liberté chérie » Mais tout d'abord, on va parler de celui qui est qualifié comme l'artificier. Éric Zemmour, jusqu'où ira-t-il? À tout de suite sur ce sujet et d'autres, bien sûr. Merci d'être avec nous en ce dimanche, à la fois sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. Notre invité, Jordan Bardella, et on pose cette question dans le débat public et politique. Jusqu'où ira l'artificier Éric Zemmour? Il était avant-hier à Toulon et hier à Nice, où il a lâché ses coups. On l'écoute, on le regarde. Depuis un mois, miracle. Il suffit que uniquement la rumeur de ma candidature
tourne pour que soudain, tous les politiques, tous les candidats à la présidentielle soient pris d'une espèce d'illumination, d'inspiration divine. Je les regarde, je les écoute et je n'en crois pas mes yeux et mes oreilles. Un tel qui disait qu'il y a quelques mois qu'elle ne voulait pas être associée à moi parce que vraiment j'étais beaucoup trop radical et alors qu'elle était vraiment un exemple de modération. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle m'a copié. Mathieu Bock-Côté. Comment expliquez-vous la fascination engendrée en ce moment par Éric Zemmour, cette ébullition? Vous pensez qu'il passe encore la porte ou... Non, je pose la question. oui. Manifestement, Non, mais parce que dans l'opinion, il y a une fascination. Alors je me demande comment vous l'expliquez. Écoutez, moi, évidemment, on a beaucoup de points communs. Sur le fond, nous avons beaucoup de points communs avec Éric Zemmour, mais aussi beaucoup de divergences, notamment sur cette principale différence de fond. On l'a vu au travers notamment de la polémique sur les prénoms. Nous souhaitons résoudre... On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais juste pour vous donner un exemple très concret, nous souhaitons résoudre les problèmes des Français dans l'unité du pays et non pas dans la division. Or, la division, on l'a créée avec ce type de polémique comme on a pu avoir sur les prénoms. Alors moi, je m'appelle Jordan. Bon, manifestement, vous êtes fier de votre prénom, Jordan. d'ailleurs ? Je suis fier de mon prénom parce que, contrairement à ce qu'a pu dire Éric Zemmour, Jordan n'est pas un marqueur culturel, c'est un marqueur social. Mais la question des prénoms... Pourquoi un marqueur social ? Parce qu'il n'y a pas de volonté de faire sécession culturelle. Quand on marque le prénom Jordan ou Kevin, il n'y a pas de volonté de sécession culturelle. Mais voyez, je pense que la division... Il y a d'autres prénoms qui sont des marqueurs de sécession culturelle. Non, mais je ne dis pas ça. Je dis qu'Éric Zemmour souhaite bannir un certain nombre de prénoms. Bon, moi, je pense que lorsqu'on veut résoudre des problèmes, il faut s'attaquer à la racine du mal. Voilà, et la racine du mal, c'est la politique d'immigration dans notre pays, et pas s'attaquer aux gens, et pas s'attaquer aux personnes. Éric Zemmour est un polémiste. Son travail est donc de faire des polémiques. Nous sommes des responsables politiques. Je veux dire, on n'en est plus au stade du slogan. Lorsque j'entends Éric Zemmour dire aujourd'hui toute la classe politique parle comme moi, la première affiche du Front National contre l'immigration, c'est 1973. Il avait 16 ans, Éric Zemmour. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut rester humble. Et moi, je n'étais pas né. Vous vous rendez compte, Jordan Bardella, que vous en êtes là à nous dire, mais c'est nous qui l'avons dit le premier. Vous vous rendez compte où est-ce que vous en êtes par rapport à Éric Zemmour ? C'est vrai que nous avons été extrêmement visionnaires sur cette question de l'immigration. On n'a pas attendu 2021, on n'a pas attendu Éric Zemmour pour dire que l'immigration telle qu'elle était organisée, d'abord pesait à la baisse sur les salaires, et puis d'autre part, posait des problèmes de tensions communautaristes aujourd'hui dans les quartiers, et évidemment des questions de sécurité aujourd'hui. Donc nous avons la volonté de résoudre les problèmes du pays dans la paix civile. Qu'est-ce qui vous distingue d'Éric Zemmour, alors, en dehors des prénoms ? Moi, j'ai un certain nombre de divergences avec lui. C'est-à-dire que sur le fond, contrairement à Éric Zemmour, je ne crois pas que la guerre civile, par exemple, soit l'horizon inéluctable de notre pays dans les prochaines années. Contrairement à Éric Zemmour, par exemple, moi, je ne considère pas, notamment sur les femmes, que les femmes doivent être mises à l'écart du pouvoir. Quand Éric Zemmour, par exemple, dit face à Routel Krief en mars 2014, les femmes n'incarnent pas le pouvoir doit rester aux hommes, sinon ils se dilapident, les femmes ne sont que des régentes. Oui, je ne partage pas le point de vue d'Éric Zemmour là-dessus. Alors, je comprends. Vous voyez, donc on a évidemment des divergences là-dessus, mais si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est que Éric Zemmour soit plus virulent à l'égard de Marine Le Pen qu'à l'égard d'Emmanuel Macron. Et quand on décrit, quand on décrit si justement comme il le fait, le déclin français, et vous avez sorti sur CNews un sondage qui disait que 62% des Français considèrent que notre pays est en déclin. On ne peut pas, si vous voulez, passer son temps à taper sur la seule candidate qui est d'abord en capacité aujourd'hui de battre Emmanuel Macron, parce qu'elle est là la réalité, elle est aujourd'hui donnée au second tour, et surtout qui n'a aucune responsabilité dans la situation du pays. Vous savez pourquoi il le fait ? Parce que vous l'entendez, cette petite musique, vous, en interne. Évidemment, vous l'entendez. Alors, vous le savez peut-être mieux que moi, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Non, vous l'avez entendu, il l'a dit publiquement, Éric Zemmour, je ne le connais pas mieux que vous, mais vous l'avez entendu dire que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Et en interne, vous l'avez entendu dire qu'elle est usée, qu'il n'y a plus le ressort, qu'il n'y a plus cette volonté. Mais Madame Mabrouk, je veux bien qu'on en tire toutes les analyses qu'on veut, mais Marine Le Pen est donnée depuis 5 ans au second tour dans tous les sondages, tous, sans exception, de l'élection présidentielle.
à des intentions de vote qui vont de 45 à 48%. Donc si on ne gagne pas une élection présidentielle à 48%, Éric Zemmour, qui représente aujourd'hui 8 à 10% d'intentions de vote dans un seul sondage, n'est pas non plus en capacité de l'emporter. Je crois que Marine Le Pen va gagner cette élection présidentielle. Et elle va gagner cette élection présidentielle pour rétablir l'autorité. Et elle le fera dans la paix civile. Et je pense que cette nuance, elle est extrêmement importante parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, alors que notre pays est fracturé, qu'Emmanuel Macron a jeté les Français les uns contre les autres, les policiers contre les pompiers, les gilets jaunes contre les policiers, les CSP+ contre les classes populaires, les grandes villes contre les territoires ruraux, ajouter de nouvelles fractures au risque que nous allions vers une partition de notre société qui pourrait avoir des conséquences. Je ne crois pas, voilà, pour marquer une différence de fond, que la guerre civile, comme le dit Éric Zemmour, soit inéluctable. Et nous y arriverons très bientôt sur la question de la guerre civile, mais permettez-moi d'insister sur une question que vous avez esquivée. C'est votre travail, donc le mien, c'est de vous la reposer. Mais je vais vous y répondre, alors, pardonnez-moi. Manifestement, il y a une fascination autour de lui. Il y a une fascination chez une partie de votre courant, de votre mouvance, se reconnaît en lui. Vous êtes politique, vous êtes aussi analyste de la situation. Comment expliquez-vous l'intérêt qu'il suscite? Je suis prudent par rapport à votre analyse. Un désir, finalement? Mais je suis prudent par rapport à votre analyse parce que tous les 2 mois, on se retrouve sur les mêmes plateaux de télévision où on nous indique que Monsieur De Villiers va peut-être vous faire perdre l'élection, qu'il représente un courant dans le pays, qu'il va vous faire perdre votre place au second tour. On nous a dit qu'il y aura Bigard qui va peut-être se présenter à la présidentielle, vous faire perdre l'accès au second tour. On nous a expliqué pendant les européennes, souvenez-vous, j'étais tête de liste pour le Rassemblement national, on nous avait crédité dans les sondages une liste gilets jaunes conduite par Francis Lalanne à 13%. Donc je suis très prudent par rapport à cela. Éric Zemmour n'est pas encore, sauf erreur de ma part, à moins que vous soyez mieux renseigné, ne s'est pas encore déclaré comme candidat officiel à l'élection présidentielle. Donc, je veux dire, viendra le temps du débat sur le fond. Vous pensez qu'il va disparaître du paysage, ça va faire pchit. Viendra le temps du débat sur le fond. Marine Le Pen nous a dit sur cette antenne sur Europe 1 qu'elle pourrait débattre avec Éric Zemmour lorsqu'il sera candidat. Il y a une autre Le Pen, maintenant elle s'appelle Marion Maréchal, dont on n'a pas parlé, qui est invitée avec Éric Zemmour dans quelques jours à Budapest pour un sommet sur la démographie. Vous n'excluez pas qu'elle soutienne Éric Zemmour, Marion Maréchal? Non, mais je ne sais pas. Enfin, je veux dire, inviter Marion Maréchal et demandez-lui son avis. Je ne crois pas que Marion soutiendra Éric Zemmour, mais je veux dire, invitez-la, posez-lui la question. Je ne suis pas son porte-parole. Mais je ne suis pas son porte-parole, donc vous lui poserez la question. Mais vous pourriez vous passer de son soutien pour Marine Le Pen, à l'inverse, Marion Maréchal? Mais tous les soutiens sont et seront les bienvenus. Et c'est la raison pour laquelle je dis à Éric Zemmour, qui décrit tellement bien et tellement justement ce déclin français sur un certain nombre d'aspects, qu'on ne peut pas se diviser. Mais il vous mord la main quand vous lui avez tendu combien de fois la main là ces dernières semaines? À chaque fois il vous la mord. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte qu'en réalité mon rôle il ne va pas venir derrière notre rôle est de rassembler, parce que nous sommes donnés dans tous les sondages au second tour de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, on dit souvent qu'au premier tour on rassemble son camp, au deuxième tour on élimine. Et moi je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron soit réélu président de la République, parce qu'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron serait un nouveau quinquennat de désordre, de chaos, de saignée fiscale, de casse sociale. Et je dis que tous ceux qui veulent affirmer que notre pays est aujourd'hui en déclin et qui en ont ras-le-bol... Enfin, je veux dire, cette élection présidentielle, c'est quand même un choix de civilisation. C'est est-ce qu'on continue d'accueillir chaque année dans notre pays en matière migratoire l'équivalent de la ville de Lyon? Zemmour sortait de ce corps, pardonnez-moi, mais Madame Mabrouk, entre l'original et la copie, on ne sait plus qui parle. Ça fait 40 ans que le Front National évoque la question de l'immigration. On n'a pas attendu 2021 pour le faire. Vous nous avez toujours reproché d'être obnubilés par cette question, de ne parler que de cette question. Aujourd'hui, on essaie d'apporter des réponses aux Français qui va de la question de la sécurité, la question de l'immigration. On a beaucoup travaillé, on a produit beaucoup de livres blancs, on a déposé des projets de loi à l'Assemblée nationale et nous avons, je crois, un projet qui est politiquement et juridiquement sérieux et applicable pour le pays. Une pause et on va parler de ce programme sur l'immigration, la sécurité, le programme économique, social, l'écologie. On va rentrer dans le fond, évidemment, avec Mathieu Bock-Côté, Nicolas Barré et Jordan Bardella comme invité. À tout de suite. Invité en ce dimanche, c'est le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Lors de son discours de rentrée à Fréjus, Marine Le Pen a dénoncé des zones, je cite, talibanisées en France. Vous-même, Jordan Bardella, il y a quelques mois, vous avez affirmé que la ville de Trappes ressemblait à une république islamique en miniature. L'ex-maire de Trappes a porté plainte contre vous. Vous allez devoir vous expliquer devant la justice avant une mise en examen qui semble inéluctable. Oui, j'ai dit ce qui, je crois, correspond à la réalité et qui me vaut aujourd'hui d'être traîné devant les tribunaux.
Aujourd'hui, on persécute dans notre pays, c'est ce que j'ai appelé le djihadisme judiciaire. On persécute par la loi ceux qui ont le courage de dénoncer le poids de plus en plus conséquent du fondamentalisme islamiste dans nos territoires, qui s'est imposé, qui a pris le pouvoir et qui amène dans notre pays des modes de vie, des us et coutumes, des façons de vivre qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont plus les nôtres. Moi, j'ai grandi dans un territoire difficile qu'est la Seine-Saint-Denis. En tant qu'élu de ce département, j'ai beaucoup dénoncé la complaisance d'un certain nombre de maires avec cette idéologie qui m'a valu des procès. J'ai gagné l'intégralité de mes procès et nous continuerons de le faire. Parce que nous avons été, que ce soit sur la question migratoire ou la question de l'islamisme, au Rassemblement national, des lanceurs d'alerte pendant 40 ans dans notre pays. Mais vous dites djihadisme judiciaire. Djihadisme judiciaire, ça veut dire que la justice est pro-islamiste. Ça veut dire qu'un certain nombre de gens qui aujourd'hui se sont compromis, d'élus, avec cette idéologie qui nous a déclaré la guerre, la font prospérer, plus uniquement par les armes, mais aussi par la loi, en attaquant systématiquement, en traînant devant les tribunaux des responsables politiques, des journalistes, qui ont le courage de dénoncer ce qui se passe là-bas. Vous évoquiez le discours de Marine Le Pen dans lequel elle évoquait des zones talibanisées dans les banlieues. On a tous en tête le calvaire qu'a vécu cette jeune Shaina, 15 ans, qui a vécu tous les calvaires qu'une jeune femme peut vivre. Elle a été brûlée, harcelée, torturée, poignardée, brûlée, vive et laissée pour morte dans un cabanon à Creil, dans l'Oise, à quelques kilomètres d'ici. Et cet ensauvagement de notre société fait que nous avons dans notre pays aujourd'hui des talibans de l'intérieur. Oui, la maman de Shaina a déclaré ce que ma fille a subi, on se croirait en Afghanistan. Donc vous voyez bien que l'immigration dans notre pays n'a pas seulement eu des conséquences culturelles, mais a aussi apporté une forme de violence que nous devons combattre aujourd'hui avec la plus grande sévérité et avec la plus grande fermeté. Mais vous diriez que les juges sont complices de ce djihadisme judiciaire dont vous parlez ? Pour l'instant, les juges m'ont donné raison sur l'intégralité de mes procès. Mais je dis qu'un certain nombre de personnes, comme le maire de Trappes, utilisent la loi pour faire prospérer l'islamisme. Et ce n'est pas pour rien, croyez-moi, que son élection, d'ailleurs, comme maire de Trappes, a été annulée par la justice de notre pays. Utiliser la loi au moment où quand même se déroulent les procès des attentats du 13 novembre, la justice est présente, à raison, on dit que notre état de droit est là pour juger, pour condamner cette islamisme. Oui, mais rendez-vous compte de ce pays qui marche à l'envers. Rendez-vous compte que je suis convoqué devant la justice pour être mis en examen pour avoir tweeté « Disparition de coiffeurs mixtes, café interdit aux femmes, enseignants sous escorte policière, comme toutes ces républiques islamiques en miniature qui s'organisent sur notre territoire, la ville de Trappes doit être mise sous tutelle de l'État. » Pour ce tweet, pour ces déclarations qui correspondent à une réalité, regardez les déclarations de Didier Lemaire, cet enseignant de Trappes, qui a été placé sous la protection du ministère de l'Intérieur et sous protection policière, pour avoir dénoncé le recul de nos libertés, pour avoir dénoncé la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes dans son établissement scolaire, venir devant les plateaux de télé aujourd'hui en présentant son livre et dire « Rien n'a changé depuis Samuel Paty ». Ça va bientôt faire 1 an que Samuel Paty a été assassiné. Qu'est-ce que nous avons fait depuis pour répondre par la loi et par les actes à une idéologie qui a tué des dizaines de nos compatriotes. Les mosquées radicales, il y en a plus de 570 dans notre pays, elles ne sont pas fermées. Il y a 4000 individus fichés pour radicalisation qui sont de nationalité étrangère, ils ne sont toujours pas expulsés. Il y a des dizaines d'organisations dans notre pays, dont certaines comme le Miligorus, on parlait de la Turquie tout à l'heure, qui est l'outil d'influence de la Turquie d'Erdogan dans notre pays, qui diffuse une idéologie de haine à l'égard de l'Occident et de la France, qui ne sont toujours pas dissoutes, malgré le fait qu'elles ont refusé de signer la charte de la laïcité. Si nous arrivons au pouvoir, nous prenons, et Marine Le Pen prend l'engagement solennel devant les Français, que nous mettrons toute notre énergie pour rétablir la sécurité dans le pays et pour neutraliser cette idéologie qui nous a déclaré la guerre. Vous parlez de la reconquête de quartiers qui sont désormais étrangers aux mœurs françaises, on le comprend, mais il y a aussi des zones de non-droit. Des zones de non-droit. Or, vous affirmez, on croit comprendre qu'il est possible de reconquérir ces territoires sans aller vers la violence. C'est ce que disait d'ailleurs Marine Le Pen mardi en disant « Nous n'aurons pas allé jusqu'à la confrontation vive ». C'est possible de reconquérir les zones de non-droit où s'exercent quelquefois il y a des checkpoints, des gangs, des trafics. Donc ça, on n'est pas simplement dans la sécession culturelle, on est dans une forme de sécession politique.
il est possible de reconquérir ces territoires sans la violence? Votre question, monsieur, est centrale. Et je pense que ce sera l'une des questions centrales de cette élection présidentielle qui, comme l'a dit Marine Le Pen, est un choix de civilisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue dans notre pays à laisser des centaines, d'innombrables quartiers aux mains des dealers, aux mains des trafiquants de drogue, avec des checkpoints à l'entrée? Moi, j'ai entendu... La réponse est non, mais comment vous y arrivez? Madame, qui peut douter en France de la volonté politique de Marine Le Pen de rétablir la sécurité dans le pays et de rentrer dans les zones de droit en donnant les ordres à nos forces de l'ordre? Aujourd'hui, nos forces de l'ordre n'ont pas les ordres d'entrer dans ces territoires. Et quand ils y entrent, ils sont attaqués, caillassés. Et quand ils se défendent, ils sont mis en cause par la justice. Mais il y aura l'épreuve de force, il y aura le choc, une violence inévitable. Vous êtes prête à l'assumer? Mais nous assumerons ce que nous aurons à assumer pour rétablir la sécurité dans ces quartiers. Et nous le ferons parce que nous ferons un tournant en matière pénale, parce que nous rétablirons les peines planchées, parce que nous supprimerons les remises automatiques de peine, parce que nous abaisserons la majorité pénale à 16 ans, parce que nous expulserons les délinquants et criminels étrangers. Enfin, rendez-vous compte qu'on passe notre temps à expliquer sur les plateaux de télé qu'il n'y a pas de place dans les prisons pour entraîner une exécution immédiate des peines. Je rappelle qu'il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées chaque année, notamment faute de place dans les prisons, qu'il y a un peu plus de 3 000 détenus qui dorment sur des matelas à même le sol, alors qu'on a 23% de détenus étrangers dans les prisons. Donc oui, nous aurons la volonté politique de le faire. Mais comment? C'est-à-dire la question, comme vous l'avez dit, de Mathieu Bock-Côté est centrale. C'est-à-dire, vous avez entendu des policiers, des syndicats de policiers qui vous disent mais on entre. Il n'y a pas de zone de non-droit au sens où les policiers entrent mais ne vont pas, j'allais dire, jusqu'au bout, parce qu'il y a une peur d'une étincelle, parce qu'il y a une peur de guérilla urbaine. Est-ce que vous seriez prêt, en donnant les ordres, à aller jusqu'à ce point, parfois de non-retour dans certains quartiers de notre pays? Mais cette étincelle, elle existe déjà. Enfin, regardez la réalité, regardez les images. Tous les jours, nos policiers, il y a 85 faits de violence tous les jours qui sont commis contre les forces de l'ordre. Tous les jours, dans notre quartier, dans notre pays, il y a dans d'innombrables quartiers des policiers qui sont pris à partie, à qui on jette des cocktails Molotov. Des quartiers, j'entendais sur votre antenne, l'un des représentants du syndicat Alliance, un des principaux syndicats des forces de l'ordre dans les Bouches-du-Rhône, nous dire que dans les cités nord de Marseille, sur les 14 cités des cités nord de Marseille, 14 contiennent des checkpoints, c'est-à-dire des points où la police est soumise quasiment à un contrôle en rentrant. Ce ne sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones d'un autre droit. Et la première des volontés des familles, y compris issues de l'immigration, qui vivent dans ces quartiers, c'est de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école en sécurité, c'est de pouvoir rentrer chez eux sans être fouillés. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers, j'ai grandi dans une cité où lorsque vous rentrez aujourd'hui, il faut montrer patte blanche, il faut passer devant des dealers qui regardent que vous n'êtes pas de la police. Donc, il faut donner les ordres. Qu'est-ce que ça veut dire, aller jusqu'au bout? Ah, ça veut dire donner les ordres. C'est-à-dire? Mais ça veut dire ordonner aux forces de l'ordre de rentrer dans les quartiers. Et ça veut dire arrêter d'avoir une justice qui soit sous l'emprise du laxisme judiciaire. Et quand les policiers sont attaqués, que doivent-ils faire? D'abord, il faut qu'ils soient soutenus par la hiérarchie. Est-ce qu'il y a un usage de leurs armes? C'est ça la question qui vous est posée. Jusqu'où vous allez dans je pense vous avoir, en tout cas en matière de justice, déjà donné une dizaine de propositions depuis tout à l'heure. En matière de force de l'ordre, je pense qu'il faut instaurer la présomption de légitime défense pour les policiers. Aujourd'hui, les policiers sont terrorisés à l'idée de faire leur travail. Les policiers sont payés 1 500, 1 600, 1 700 euros pour se faire tirer dessus, pour se faire insulter, pour se faire invectiver. Et quand j'entends le chef de l'État expliquer à l'issue du Beauvau de la sécurité qu'il va mettre en place une commission de suivi par des députés, par des parlementaires, donc on est ravis de savoir que c'est M. Mélenchon et Mme Obono qui vont aller contrôler le travail des forces de l'ordre, ça promet. Vous avez des députés on jette la suspicion, trop peu, jeter la suspicion sur les forces de l'ordre quand le chef de l'État, Média Brut, parle il y a quelques mois de violence policière, qu'il utilise ce terme de violence policière. Vous ne croyez pas qu'on jette la défiance, qu'on jette la suspicion sur les forces de l'ordre? Jordan Bardella, en reprenant la question des journalistes pour être totalement objectif. On va continuer à parler. On a évoqué cet aspect sécuritaire, identitaire de votre programme. On va aussi aborder l'aspect économique. Beaucoup de choses intéressantes, des questions à vous poser, notamment Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté. On se retrouve dans quelques instants à peine en direct sur Europe 1 et CNews.
Et notre invité, le président du Rassemblement national Jordan Bardella, Nicolas Barré, vous pose la première question de cette partie. Alors, votre candidate, Marine Le Pen, veut privatiser les autoroutes, on l'a entendu. D'après les calculs du Sénat, ça coûterait une 40aine de milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget de la défense. Est-ce que c'est vraiment le moment de dépenser autant d'argent pour ça ? D'après les calculs du Sénat ou de Bercy ? Du Sénat. D'accord. Bon, parce que Bercy dit ça s'inspire d'une étude qui a été faite par Bercy. Bercy qui devrait d'ailleurs s'occuper du chiffrage d'Emmanuel Macron, parce que chaque fois qu'il nous donne une estimation, on n'a jamais à peu près la même. 40 milliards que vous mobilisez là-dessus. Les Français ont été, depuis les nationalisations les privatisations qui sont intervenues en 2006, ont été spoilés. Voilà, ils ont été spoilés. Donc la volonté de Marine Le Pen, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français en leur redonnant la propriété des autoroutes. Ça coûte 5 milliards. Bon, je ne vais pas être plus clair. Marine Le Pen présentera le chiffrage de son projet présidentiel. Après, on peut jouer au grand oral de l'ENA ensemble. Il y a 35 milliards d'euros de dette. Ce que ne dit pas si l'État reprend cette dette, vous la reprenez aussi avec. Donc oui, ça sauf fait une quarantaine de milliards à la charge de l'État. Ce que ne dit pas l'étude dont vous parlez, c'est que entre 2007 et 2017, les autoroutes, c'est 27 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés aux actionnaires. Mais est-ce que c'est le moment que l'État dépense autant d'argent pour nationaliser les autoroutes ? Je pense que la priorité de l'État devrait être, en tout cas en matière économique, de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et l'un des moyens de redonner du pouvoir d'achat aux Français que nous avons identifié est celui de faire baisser de manière significative le prix des péages. Je vous rappelle que les péages qui s'apparentent aujourd'hui à un véritable racket dans notre pays, c'est entre 200 et 300 euros d'après UFC que choisir, en moyenne par ménage et par an. Donc si nous sommes élus... L'État aura dépensé 40 milliards pour nationaliser les autoroutes... 5 milliards, monsieur. Non. 5 milliards. Bon, qui paiera l'entretien des autoroutes si vous baissez les prix des péages ? Ça coûtera 5 milliards. Il y a un certain nombre de concessions qui arrivent à échéance d'ici 2030. Ça a été la réponse de Monsieur le maire. En vérité, il y en a un certain nombre qui sont prolongés jusqu'en 2060-2070. Mais si vous voulez, la philosophie de cette démarche, c'est de rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens et de les rendre propriétaires de ce qui aurait dû rester dans le giron de l'État, qui a été bradé et sous-estimé d'ailleurs de, je crois, 10 milliards d'euros dans la vente des autoroutes qui a été faite par monsieur de Villepin, propriétaires de leurs autoroutes. Et l'autre mesure que nous avons souhaité défendre et proposer aux Français, c'est la privatisation de l'audiovisuel public, qui doit aboutir à la suppression de la redevance télé, 140 euros en moyenne par an et par ménage, pour permettre, là encore, de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Au profit de qui autoriserez-vous, par exemple, un groupe étranger, on peut citer Netflix, Google, Disney, eh bien non, à racheter France Télévisions? Eh bien non, ça se fera au profit d'un groupe français. Et en vérité, cette mesure... bon, d'abord, je crois que l'État... Par exemple, ça pourrait être Bouygues, ça pourrait être... Mais par exemple, mais je dis juste que... C'est des groupes que vous allez privilégier. Viendra le temps de la négociation. Oui. Mais si vous voulez, la philosophie de cette mesure, c'est de dire que l'État n'a pas à être propriétaire de son groupe de presse. Voilà, nous sommes favorables et nous défendons la liberté de la presse. Et nous souhaitons, au-delà de cette mesure, faire en sorte que notre pays puisse rivaliser demain. C'est une vraie mesure de stratégie industrielle et de patriotisme économique, rivaliser avec les grands groupes, notamment ceux que vous avez cités. Je pense à Prime ou à Netflix, en permettant la privatisation de l'audiovisuel public par un groupe français. Donc vous allez avec évidemment une énorme concentration dans les médias, parce qu'un groupe français, ça va être qui? Ça va être Bouygues, ça va être Vivendi, qui va racheter France Télévisions. Ça, c'est la libre main du marché, si vous me le permettez. Mais le marché, il y a des règles encore une fois, je pense que le rôle de l'État, je pense que le rôle de l'État n'est pas d'être un patron de presse. Alors, si on avait voulu, restreindre les libertés, on aurait nationalisé davantage les médias. Or, vous voyez bien que dans la volonté qui est la nôtre de permettre la libre expression de la presse, eh bien, c'est de permettre la privatisation de l'audiovisuel public. Encore une fois, pas de manière idéologique, mais simplement pour permettre aux Français de regagner en pouvoir d'achat. La redevance télé, la redevance audiovisuelle, c'est en moyenne 140 euros par an et par ménage. Eh bien, cet argent, nous le redonnerons à nos concitoyens et nous le redonnerons aux ménages français. Et par curiosité, si le CSA s'oppose à la privatisation? Enfin, l'avis du CSA est consultatif. Simplement. Bon, l'avis du CSA est consultatif. Alors, vous allez vous asseoir dessus. C'est ce que vous dites en termes un peu plus élégants. Nous gardons en revanche
la capacité pour l'État d'affecter tel et tel canal pour permettre évidemment à l'État de conserver son rôle de régulateur. Et nous conservons, parce que nous y sommes attachés, en revanche, la maîtrise des fréquences et des chaînes d'outre-mer. Parce qu'encore une fois, je crois que là, on est dans une mission de service public qui a vocation à permettre une couverture de l'information, y compris dans nos territoires d'outre-mer. Juste sur ce point, la privatisation de France Télévisions et de l'audiovisuel public, vous voulez le faire uniquement pour des raisons de pouvoir d'achat ou c'est parce que vous trouvez qu'ils ont une ligne éditoriale qui ne correspond pas à la vôtre ? Si on réfléchissait en se disant leur ligne éditoriale ne correspond pas à la nôtre, on souhaite agir, à ce moment-là, on nationaliserait encore davantage. Non, mais je vous pose la question. Donc, vous voyez bien que cette mesure... vous ne pouvez pas nous reprocher tout et le contraire de tout. Maintenant, quand je vois effectivement les polémiques dans lesquelles tombent un certain nombre d'humoristes, par exemple, pour rappeler la polémique qui s'est déroulée cette semaine avec Charline Vanhoenacker, qui se permet de manière, selon elle humoristique, de pouvoir dessiner des moustaches sur une affiche à un journaliste de confession juive. Oui, je trouve ça de mauvais goût. Alors ça pourra se faire. Citez de qui il s'agit. Ça vous a choqué ? De qui il s'agit ? De la polémique de Charline Vanhoenacker avec Éric Zemmour. Donc ça pourra se faire. Bien sûr que ça me choque. Bien sûr que ça me choque. Donc ça pourra se faire, mais sans mes impôts et sans l'impôt des Français. Mais vous voyez bien que si on avait une volonté de contrôler davantage la presse, on irait plus dans le sens de la nationalisation que dans le sens de la privatisation. Mais d'une manière générale, je ne peux pas être plus clair. Si nous arrivons à la tête de l'État, nous rétablirons la sécurité, nous arrêterons l'immigration et nous baisserons les taxes et les impôts pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Je ne peux pas être plus clair. Attends, la retraite à 60 ans avec 40 annuités, mais aujourd'hui, il faut déjà plus que ça pour avoir une retraite à taux plein. Jordan Bardella, pour quelqu'un de 60 ans né en 1961, il faut 42 annuités et c'est encore plus ensuite. Donc vous aggravez lourdement. Est-ce que, vous assumez d'aggraver lourdement le déficit et donc la dette ? Est-ce qu'il faut en passer par là, selon vous ? J'aimerais qu'on pense un peu de temps en temps, ça n'arrive pas souvent, aux millions de Français qui, dans notre pays, n'ont pas la chance de travailler dans des bureaux qui sont climatisés l'été, qui sont chauffés l'hiver, qui font tous ces métiers de force dans le BTP, sur la voirie, sur les chantiers, qui font des métiers manuels extrêmement durs, extrêmement pénibles, et qui, eux, aimeraient pouvoir partir à la retraite au terme de 40 annuités pleines pour pouvoir profiter un temps soit peu, d'abord ne pas mourir de fatigue au travail et pouvoir profiter de la vie, pouvoir profiter de la retraite en bonne santé. Donc oui, nous assumons ce choix. Quoi qu'il en coûte, nous assumons ce choix. Quoi qu'il en coûte. Je vous rappelle que... Non mais pardon, mais je préciserai quand même, je vous rappelle que nous rentrons aujourd'hui en moyenne à 22 ans et demi sur le marché du travail et que nous partirons donc avec 40 annuités pleines, en moyenne à 62 ans. Mais je dis juste que le rapport les projections qui ont été faites par le COR, le Conseil d'orientation des retraites, nous explique de manière très claire que, contrairement à ce qui a été dit par le gouvernement et par Emmanuel Macron, qui, d'ailleurs, comme Éric Zemmour, veut faire travailler les Français jusqu'à 65 ans, il n'y a pas de problème majeur de financement du système des retraites dans les prochaines années, car la part de la dépense dans le PIB de la part des retraites est globalement stable jusqu'en 2040. Oui, mais donc, si vous ramenez la retraite à 60 ans avec 40 annuités, là, pour le coup, vous avez un vrai problème de financement. Oui, mais là où j'ai un problème... Vous dites vous assumez ce problème de financement, j'assume déficit. Mais je l'assume et je vais vous dire... Vous allez vous retrouver avec un déficit et donc une dette non, on va pas se retrouver avec un déficit avec une dette. Ah bah si. J'assume cette décision politique et pour une raison très simple, c'est qu'on en a un peu ras-le-bol, qu'on demande toujours des efforts au premier de corvée, alors qu'on n'a pas fait les économies qui s'imposent dans le budget de l'État. Alors que nous offrons par exemple tous les ans, pour un montant d'1 milliard d'euros, alors vous me direz 1 milliard c'est symbolique, mais quand même les soins gratuits aux clandestins. Alors que nous avons, d'après une commission d'enquête parlementaire qui a été faite sur la fraude sociale, jusqu'à 45 milliards d'euros de fraude sociale dans notre pays. D'après Charles Prats, un magistrat qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le cartel des fraudes », il a beaucoup travaillé sur la fraude sociale, il est spécialisé dans cette question, il nous dit que la fraude sociale, c'est jusqu'à 50 milliards d'euros par an dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher cet argent ? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place la carte vitale biométrique pour aller chercher les 1,8 million de cartes vitales en trop dans notre pays ? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas, selon Prats, ce FBI de la fraude sociale, c'est-à-dire une agence d'État qui n'existe pas aujourd'hui et qui est spécialisée dans la lutte contre la fraude sociale ? Est-ce qu'on peut finir sur votre slogan « Liberté, liberté chérie », est-ce que ça s'arrête à l'économie ? Puisque pas de libre-échange, des barrières, etc. Est-ce que le slogan de la liberté s'arrête à l'économie ? Et là, vous avez une vraie frontière. Les libertés sont
Liberté chérie, c'est pas seulement un slogan, c'est une profession de foi. Nos libertés fondamentales sont aujourd'hui gravement remises en cause dans notre pays. La liberté d'enseigner, ça va faire 1 an que Samuel Paty a été assassiné, a été décapité, rien n'a changé depuis. La liberté d'expression, avec cette jeune Mila qui a reçu 100 000 messages de menaces de mort, d'insultes, de menaces de mort, avec seulement 13 prévenus devant la justice, car elle a eu le malheur pour certains de critiquer l'islam, et la liberté pour beaucoup de femmes de vivre en France comme des Françaises. On a tous en tête ce drame qui s'est déroulé il y a quelques mois, cette jeune Chahinaise à Mérignac, qui a été agressée, à qui son mari d'origine algérienne, à qui le mari a tiré dans la jambe, qui l'a brûlée vive, qui lui a tiré dessus, qui l'a battue, parce qu'elle a eu le malheur, à ses yeux, de vouloir vivre en France comme une Française, et parce qu'elle voulait en France porter des jeans. Toutes ces libertés fondamentales, ces libertés d'être en sécurité, ces libertés d'être une femme française en France, de vivre en France comme des Français, elles sont aujourd'hui remises en cause, et nous irons les reconquérir si Marine Le Pen est élue présidente de la République, afin de rétablir l'autorité de l'État et de redonner aux Français la maîtrise de leur destin. Merci d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Dimanche, Europe 1, CNews, Les Échos. Je remercie évidemment mes camarades Nicolas Barré et Mathieu Bocoté. Et on se retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. Bel après-midi sur nos antennes, CNews et Europe 1.